3, 2, 1. Alors, bienvenue à cette première conférence d'Africa COP. Alors, comme on le disait, Africa COP, c'est cette volonté de mettre ensemble, de mettre en pensée, en synergie, les actrices, les acteurs clés, également les usagères, les usagers, les partenaires, les institutions, les entreprises, les organismes qui travaillent avec la perspective de créer des liens durables avec le continent africain et l'Europe. Africa COP, c'est vraiment cette idée de soif de partage. Et vous allez le voir à travers cette première conférence du coup, puisque tout à l'heure, nous avons eu la plénière institutionnelle. Nous allons aborder des enjeux clés autour de l'eau. Cette conférence s'intitule « Coopération et solidarité internationale, les 20 ans de la loi Boudin-Santini ». Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir une belle palette d'orateurs et d'oratrices. À travers leurs propos, nous allons débattre et faire le bilan par rapport à ces 20 ans. Il faut savoir que quand on parle de coopération et de solidarité internationale et de cette loi, on parle d'accès à l'eau, mais également d'assainissement par rapport aux eaux. Et aujourd'hui, il faut noter que c'est près de 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 1,6 milliard de personnes qui n'ont même pas accès à un assainissement d'eau. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et dont nous aurons l'opportunité de débattre. Aujourd'hui, comme je disais, on va faire un état des lieux avec également des témoignages d'associations donc qui sont actrices de terrain pour voir à quel point cette loi qui permet donc des mécanismes de financement a permis à de nombreux projets d'éclore sur le continent africain. Alors, j'ai la chance d'avoir des organisations, des organismes qui vont partager leur expérience. Je vais d'abord appeler pour PSO Socopération Monsieur Jérémy Guérin à me rejoindre sur scène. On peut l'acclamer, tout à fait. Suivra ensuite Marine Borsato de Socopération. Merci de l'applaudir également. Et pour Bordeaux Métropole, j'ai le plaisir d'inviter sur scène la vice-présidente de cet organisme et les actives également, je dirais, sur cette question, Madame Céline Papin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'appelle aussi pour O47 Madame Stéphanie Delesque, qui est chargée de communication. Elle est également en charge du volet Solidarité internationale. Merci de l'accueillir. J'appelle aussi Monsieur Stéphane Maouin, donc président de Pompiers Solidaires, à me rejoindre sur cette scène. Merci de l'applaudir. On peut faire preuve d'un peu plus de générosité, hein. Voilà. Il y a également ses collègues qui sont là. J'ai le bonheur d'accueillir comme dernier orateur de ce panel Monsieur Alain Bernard de l'Office international de l'eau. Il est chef de service des 3A, donc Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est. Sous vos applaudissements. Merci d'avoir pris de votre temps pour échanger autour de cette question, l'accès à l'eau potable, mais également les enjeux relatifs à l'assainissement des eaux. Et vos expertises et témoignages seront précieux pour pouvoir mettre en perspective et en lumière, finalement, qu'est-ce qui s'est mis en œuvre depuis les 20 ans de la création de cette loi, et aussi voir finalement qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour faire en sorte que l'eau, qui est une ressource rare, soit accessible à toutes et à tous. Alors, on va commencer par Monsieur Jérémy et Madame Marine, si vous êtes d'accord. Ok, ça va pour vous. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de mettre en perspective peut-être quelques chiffres clés et de nous faire un état des lieux par rapport à la loi Boudin-Santini.
Alors, je rappelle Monsieur Jérémy qui est chargé de mission à PSO et Madame Marine Borsato qui est coordinatrice des programmes à SO Coopération. Je sais pas si c'est ça. Oui, il y a des slides. Alors, comme c'est important de le dire, hein, cette plateforme Africa COP est à l'aune de l'arbre à palabre. Donc, ça veut dire qu'on prend un peu la parole librement. Certains le feront avec slide et sans slide, puisque finalement, l'échange des idées est clé. Et je rappelle, parce que lors du panel précédent, Monsieur Alioune, qui assiste aussi à cette conférence, a insisté sur l'importance de la Laoudan Santini, notamment avec une étude de cas au Sénégal. Donc, ce sera l'occasion de créer des ponts et aussi de faire des échanges riches par rapport à tout ça. La parole est à vous, Monsieur Jérémy. Merci beaucoup. Alors du coup, je suis Jérémy Guérin, je suis chargé de mission au programme Solidarité Eau, donc au niveau de l'antenne de Bordeaux. Donc je coordonne les actions d'animation territoriale sur le bassin d'Eau-Garonne et plus spécialement en Nouvelle-Aquitaine. Et le programme Solidarité Eau, on est un réseau multi-acteurs français et on fédère tous les acteurs, donc que ce soit des ONG, des associations, des collectivités qui veulent s'engager dans la mise en place de projets d'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les pays en développement. Alors, Monsieur Jérémy, je vous coupe la parole un instant parce que voilà, dans la dynamique de l'arbre à palabre, la synergie est importante. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher pour qu'on puisse faire éclore l'échange et créer un peu plus de chaleur aussi. Venez, chère audience. Merci. On voit que nos pompiers solidaires prennent le pas. Très bien, venez devant, tout près. Parce que l'arbre à palabre, il y a cette dimension, ce format horizontal. Hein, vous le savez, vous menez des projets sur le continent africain. Et c'est un petit peu ça qu'on a envie de recréer. Donc, rapprochez-vous. Voilà, venez devant. Merci, Monsieur Jérémy. Merci beaucoup. Merci de vous être rapproché. Donc du coup, on va faire un peu un état des lieux avec Marine Borsato de SO Coopération qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 ans depuis la mise en place de la loi Oudin-Santini. Donc loi qui a été mise en place, votée en 2005 par le sénateur Jacques Oudin, qui a été portée par le sénateur Jacques Oudin et le député André Santini. Depuis 2005, de nombreuses collectivités se sont engagées. Pourquoi ? Parce que cette loi donne la possibilité aux collectivités territoriales qui ont la compétence eau et assainissement de pouvoir dédier 1% de leur budget au assainissement, donc jusqu'à 1% sur des projets à l'international pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Comme vous pouvez le voir là sur le petit graphe, en 20 ans, en fait, ce sont pratiquement 500 millions d'euros pour des projets d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui ont été mis à profit de projets de solidarité, de coopération internationale. Cet argent vient... la loi Oudin-Santini permet aux agences de l'eau, aux collectivités territoriales, aux syndicats d'eau et d'assainissement de pouvoir se servir de ce mécanisme financier. Et sur ces 500 millions, c'est à peu près 420 millions qui sont issus directement de la loi Oudin-Santini. Les autres 80 millions, c'est issu du budget général. Donc une petite commune, par exemple, qui n'a pas forcément la compétence au assainissement, peut quand même s'impliquer en solidarité et en coopération en votant un budget ou en allouant des subventions sur leur budget général. Si on peut passer à la slide suivante. Donc le PSO, on est mandaté par l'Agence française de développement et les agences de l'eau pour faire la collecte des engagements financiers tous les ans des collectivités qui se sont engagées dans ce secteur. Donc on peut voir qu'on a une montée en puissance depuis 2005. Donc à l'heure actuelle, ce sont environ 30 millions d'euros qui sont mis sur la table, on va dire, par les agences de l'eau et les collectivités pour financer des projets. On a eu une petite stagnation depuis les années Covid, stagnation qui pourrait s'expliquer notamment avec la crise, le Covid d'une part, la crise en Ukraine. Et s'en est suivi aussi une crise énergétique. Donc certaines collectivités ont pu avoir des difficultés à maintenir leurs subventions. Les agences de l'eau financent pour moitié via le 1% eau et on va dire à peu près 15-16 millions d'euros, et l'autre moitié par les collectivités. Si on fait un zoom sur la région de Nouvelle-Aquitaine,
Donc on a vu que les collectivités mettaient à environ 15 millions d'euros. La région Nouvelle-Aquitaine met pratiquement elle seule plus d'1 million d'euros à profit d'associations et de projets de coopération décentralisés, ce qui est assez énorme, ce qui prouve que la région est quand même très dynamique. En termes de contributeurs, on a environ 35 contributeurs. Et en 2023, on avait recensé 177 collectivités qui s'étaient engagées. Donc ça veut dire que la Nouvelle-Aquitaine, 20% des collectivités engagées viennent de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est assez important à le noter. Et il n'y a pas de petit engagement. Comme je l'ai dit, les agences de l'eau, les métropoles, les agglomérations, les intercos peuvent s'engager, les régions et aussi les petites communes. Et il n'y a pas de petite aide, en effet, même si une petite commune met 500 euros ou 1000 euros, après on aura un effet levier extrêmement important de la part des agences de l'eau, donc notamment sur ce territoire qui est l'agence de l'eau Adour-Garonne, et il y aura un effet levier, et Marine reviendra dessus sur les taux d'aide. Donc voilà, donc si jamais, je ne sais pas s'il y a des élus, il y a peut-être des associations, n'hésitez pas à en parler à vos élus, même dans les villages. Le PSO, ce coopération, on est aussi là pour vous accompagner, pour mobiliser plus en plus d'acteurs, d'élus à s'engager en coopération. Et en effet, si toutes les collectivités de France qui ont la compétence au assainissement mobiliser le 1% eau, on pourrait mobiliser 50 millions d'euros supplémentaires par an en faveur des populations les plus vulnérables. Merci, Monsieur Jérémy, parce que en fait, vous mettez en lumière avec ces données chiffrées l'importance de cette loi, mais vous insistez aussi de manière transparente sur comment est-ce que ces fonds, d'un point de vue concret, viennent aider à déployer ces projets. Alors, Madame Marine, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter les programmes d'accompagnement, bien sûr votre association, mais plus particulièrement SOCOP, parce qu'on a envie de voir finalement quels projets ont pu émerger grâce à ce type d'accompagnement. Oui, merci. Alors, SOCOopération, c'est le réseau régional multi-acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un réseau constitué de collectivités territoriales, d'associations, d'organismes de formation, d'acteurs économiques. Et notre but, c'est d'accompagner et de soutenir les coopérations et les dynamiques de solidarité internationale. Donc, on accompagne, on forme et on observe aussi, on analyse. Nous avons un observatoire où nous menons de plusieurs études et chaque année nous recensons et nous identifions les dynamiques de coopération en Nouvelle-Aquitaine, encore une fois. Et on peut voir là sur le graphique, on se pose déjà la question où sont les projets de coopération. On peut voir que l'ensemble des projets de coopération, la majorité c'est en Afrique, pas forcément que sur l'eau et l'assainissement, mais plutôt toute thématique. Et quand on prend que la thématique eau-assainissement, c'est encore en Afrique que les projets se réalisent. Pour les pays où il y a le plus de projets, on a en 2024, c'est le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. C'est intéressant, on a encore le Burkina Faso, alors que depuis 2023, l'APD a été suspendu, l'aide publique au développement. Mais en fait, il y a encore des projets qui ont commencé en 2021, 2022, en fait, qui se terminent. Et voilà. L'année dernière, le Burkina Faso était encore le premier pays africain sur lequel il y avait le plus de projets. Et on peut voir que malheureusement, le Burkina Faso sortira bientôt de ce top 3, si je peux dire, à cause justement de la suspension. Et des fermetures aussi, et de la situation géopolitique, bien évidemment. Et donc, on peut voir aussi une redirection des projets, notamment au Togo et au Sénégal, où on a vu de plus en plus de projets, justement, dans ces pays-là. Et alors, qui s'engage? Donc ça, c'est vraiment le baromètre, donc, ce qu'on a identifié. Ça ne représente pas, malheureusement, pas encore l'état des lieux complet des acteurs en Nouvelle-Aquitaine, mais ce sont d'abord les associations locales, les associations qui sont basées en Nouvelle-Aquitaine, qui s'engagent. Ensuite, nous avons les collectivités territoriales. Et ensuite, nous avons aussi les antennes des associations nationales. Par exemple... nous avons Électriciens sans frontières qui sont ici,
Nous avons Hydraulique sans frontières également aussi, qui ont une antenne. Et donc ça, ce sont des associations locales. Et on peut voir, en fonction des départements, c'est assez disparate. Au final, on le sait, ce sont plutôt dans les villes où il y a il y a le plus d'associations et d'engagement auprès des collectivités également, et moins dans le côté rural. Donc il y a le plus d'acteurs en Gironde, c'est assez girondin, mais on peut voir aussi dans les Deux-Sèvres qu'il y a 22 acteurs qui travaillent sur l'eau et l'assainissement. Et c'était assez étonnant aussi pour nous, mais au final, il y a une grosse dynamique, notamment au Togo, une grosse dynamique de jumelage de collectivités qui sont en lien aussi depuis des années et des années avec le Togo, et notamment sur l'eau et l'assainissement. Et on peut voir par exemple en Creuse et en Corrèze, là c'est là où il y a le moins d'acteurs. Et les petits traits que j'ai réalisés, donc l'agglomération d'Agen au 47, agglomération de Bassin de Brive, Grand Angoulême, Grand Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de Gironde et Bordeaux Métropole, ville de Bordeaux, ce sont les collectivités qui s'engagent avec des appels à projets et qui financent des projets d'autres collectivités ou d'associations. Et ce qui est assez important, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a de nombreuses collectivités qui mettent à disposition et qui financent des projets à l'international en coopération. Et ça favorise vraiment la dynamique, et la région de Nouvelle-Aquitaine est la plus dynamique en termes de projets d'eau et assainissement par rapport à toutes les autres régions. Donc en fait, c'est vraiment grâce à l'engagement des associations et des collectivités qu'on arrive à faire développer de plus en plus de projets, sur lesquels vous allez découvrir des projets concrets, notamment avec Pompiers Solidaires et autres. Donc je laisserai plutôt cette partie-là. Mais voilà un petit peu l'état des lieux en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Madame Marine, parce que c'est intéressant de voir comment finalement la région est très dynamique et quels projets sont développés finalement grâce à ce dynamisme sur le continent. Donc merci pour cette belle mise en perspective. Alors je vais céder la parole à Madame Céline, qui elle est très active puisqu'elle est vice-présidente de Bordeaux Métropole, et elle s'occupe notamment de tous les enjeux liés à la solidarité internationale, au dialogue et aux relations internationales de manière générale. Alors moi j'ai envie de vous poser la question. Alors 20 ans se sont passés depuis la mise en place de ce dispositif. Alors, selon vous, quel est le bilan aujourd'hui qu'on peut établir ? Alors, je vais vous parler de Bordeaux Métropole. Pour nous, ça fait 12 ans qu'on déploie ce dispositif. Et je dois dire que le bilan est très positif, en fait, parce que c'est un levier pour nos collectivités pour agir à l'international en mobilisant quand même des niveaux de financement assez conséquents. Même si nous sommes une grosse collectivité, le budget consacré aux relations internationales sur le budget général n'est pas évidemment une somme monumentale. En fait, on arrive grâce au dispositif Oudin Santini à mobiliser quasiment une enveloppe. Pour vous donner une idée, le budget à peu près des relations internationales de Bordeaux Métropole, il va être autour de 300 000 € par an. Sur le dispositif Oudin Santini, on va arriver à mobiliser jusqu'à 200 000 € et bientôt, j'espère, 250 000. On est en négociation sur ces projets eau et assainissement. Donc, vous voyez, c'est un vrai apport, ne serait-ce que financier, pour venir appuyer des dynamiques de relations internationales. Donc, nous, en 12 ans, on a quand même un petit peu de recul maintenant sur ce dispositif. Il est plutôt bien rodé dans l'organisation interne. On a pu soutenir 62 projets dans 23 pays. Donc c'est une somme à peu près de 2,2 millions d'euros qui ont été dédiés à ces actions. Et donc pour le bénéfice quand même direct d'1,6 million de personnes. Donc c'est un effet très concret, très impactant. Et pour nous, c'est vraiment un levier très significatif. Donc un dispositif sur lequel nous continuons à être fortement engagés, à en faire aussi la promotion auprès de nos collègues d'autres collectivités, parce qu'on est convaincus que par ces leviers, nous pouvons avoir un impact, et aussi qu'il est de notre responsabilité en tant que collectivité de pays, de territoires où cette question de l'eau et l'assainissement, aujourd'hui, même s'il y a des enjeux bien sûr dans nos territoires, mais évidemment sans commune mesure avec d'autres pays.
Donc cet engagement, il doit être maintenu, et ce malgré les vents contraires du moment. Je pense que c'est plus que jamais nécessaire aussi de réaffirmer politiquement que l'engagement dans la solidarité internationale et dans l'accès à l'eau et l'assainissement, qui est quand même la base, le fondement de toute vie sur Terre, est à promouvoir. Et peut-être je voudrais vous citer 3 exemples très rapidement, parce que Pompiers Solidaires entrera beaucoup plus précisément en tant qu'opérateur sur un projet, mais pour vous donner 3 exemples d'actions qu'on a pu accompagner. J'ai oublié de préciser qu'on le faisait par deux biais, effectivement, par l'appel à projets associatifs, ce qui nous permet de soutenir aussi le tissu associatif local, ou alors des projets en gré à gré, avec des collectivités partenaires, avec des territoires qui ont noué des partenariats avec Bordeaux Métropole ou une commune membre. Donc les 3 projets que je vais évoquer, c'est plutôt sur cette dernière modalité, et ces 3 projets que j'ai vus moi-même, enfin en tout cas c'est des territoires que je connais. Et en plus c'est 3 continents, donc pour les 3 A qui étaient évoqués tout à l'heure, on va les retrouver. Donc un projet donc à Lima sur un bidonville pour justement accompagner l'accès à l'eau via une ONG dans un des bidonvilles de Lima, avec des contraintes assez importantes de pouvoir faire parvenir en fait l'eau sur des pentes. Enfin, c'est des bidonvilles qui sont, enfin vous connaissez, pour ceux qui connaissent, c'est assez complexe. Donc j'ai pu voir sur place combien la problématique était majeure, et de manière très anecdotique de voir que finalement comment des bouteilles de Coca-Cola arrivaient bizarrement dans ces bidonvilles quand l'eau n'arrive pas. C'est quand même assez impactant. Un autre projet à Hyderabad, qui est aussi une zone partenaire en Inde. Donc là aussi, on est sur des zones de bidonvilles, avec une particularité, c'est qu'on a beaucoup de réfugiés climatiques de la campagne environnante qui viennent trouver refuge dans cette ville, et qui sont confrontés à des conditions de vie absolument dramatiques, et avec aussi une question importante dans cet accès à l'eau, qui est la question des femmes, la question de l'accès à l'hygiène, la question de l'accès à l'eau de manière sécurisée pour ces femmes qui aujourd'hui se retrouvent à parcourir parfois des centaines de mètres ou des kilomètres, et avec un risque d'agression sexuelle sur le chemin de manière assez majeure. Donc c'est vrai qu'apporter l'eau, c'est pas seulement apporter l'eau au premier degré, c'est aussi agir pour sécuriser la vie de ces femmes. Et le dernier projet, alors qui est un autre type de projet, mais on peut voir la diversité justement de ce type de projet, c'est à l'hôpital La Quintini à Douala, au Cameroun, où on a pu accompagner la partie eau et assainissement de la rénovation des blocs opératoires de l'hôpital. Et donc comment on a pu finalement permettre un bond qualitatif énorme dans les conditions d'hygiène des opérations de neurochirurgie, de réduire considérablement la mortalité du coup liée à ces conditions d'exercice de neurochirurgie. Et donc moi j'ai pu en voir le résultat, et c'est assez impressionnant de voir l'avant-après. Donc voilà, c'est des exemples assez impactants. Donc je témoigne, et je suis contente aussi que les associations puissent en témoigner auprès de nos concitoyens. Et enfin, un dernier mot peut-être pour vous dire que notre engagement, il se poursuit. Et non seulement il se poursuit, mais il s'accentue, puisque nous avons décidé au cours de cette mandature de porter une délibération cadre en 2023 pour élargir notre action à tous les financements solidaires qui sont... Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, parce qu'on parle d'assainissement, mais je voulais juste en dire un mot quand même, parce que nous sommes la première collectivité de France à avoir décidé de nous engager sur les 4 volets qui sont permis par la loi aujourd'hui, eau et assainissement, mobilité, déchets et énergie. Et donc nous déployons ces dispositifs progressivement avec un objectif cible. Alors on espère qu'on l'atteindra, on ne sait pas à quel horizon, parce qu'évidemment budgétairement c'est pas très simple la période, vous le savez bien, mais un objectif cible d'avoir 1 million d'euros, 4 fois 250 000 euros, dédiés à ces actions de solidarité internationale sur ces 4 aspects. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, on est résolument engagés. Merci, cet engagement, on le ressent, et puis on entend aussi la nécessité de continuer à s'engager, puisqu'effectivement on touche avec cette question-là toute une série d'enjeux majeurs qui sont à la base de notre société, notamment la question de la sécurité des femmes et de l'accès à l'eau, tout ce que ça soulève. Donc merci infiniment. Alors on va passer sans plus tarder à notre prochaine oratrice, Madame Stéphanie, qui elle représente le syndicat
au 47. Elle est chargée de communication. Elle est également en charge du volet solidarité internationale. Alors, toujours en complémentarité avec vos co-conférenciers, conférencières, vous allez, s'il vous plaît, pour nous mettre en lumière qu'est-ce qui a permis en termes d'accompagnement cette loi, mais aussi peut-être comment faire en sorte que les associations aient davantage accès à ces financements. La parole est à vous. Donc, j'ai la chance de représenter le syndicat départemental au 47 qui depuis plus de 15 ans accompagne les associations, les ONG dans leurs projets d'eau potable et d'assainissement. Donc on a pu ainsi apporter un soutien financier à plus d'une vingtaine d'associations dans des pays tels que la Bolivie, la Guinée, Madagascar, Mali, quand c'était encore possible. Et on a une volonté très forte, sous l'impulsion de notre présidente, des élus, d'aller encore plus loin dans ce volet de solidarité internationale. Donc on s'est structuré avec 2 commissions annuelles. En faisons une tous les semestres, où là on reçoit dans nos locaux, si c'est possible, ou en visio maintenant. Donc, ces associations qui vont nous parler de leurs projets. On a nos élus qui sont là avec une compétence aussi, une expertise de leur côté, puisqu'ils nous apportent leur éclairage sur tout ce qui est technique. Ils ont la plupart du temps une expérience aussi professionnelle, donc à l'étranger. Donc fort de ces expertises, il y a de beaux échanges entre les associations qui viennent nous présenter les projets et les élus. On a structuré aussi notre solidarité, ce volet de solidarité internationale, avec un dossier en interne pour une meilleure analyse, une meilleure lecture, qui permet un échange beaucoup plus fluide, et toujours sous l'impulsion de notre président, de notre vice-président, des élus. Nous, sur 2025, on a cette fierté de lancer notre appel à projet de coopération décentralisée, où nous allons, lors d'une commission, donc valider l'écriture de cet appel. Et puis candidater, entre guillemets, les opérateurs, et monter vraiment ce projet avec un investissement humain, technique, puisque au syndicat au 47, nous avons la particularité d'avoir diverses expertises en tant que maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Donc on a vraiment tout ce panel de savoir qui fait que on va pouvoir porter un bon projet que l'on souhaite aussi pérenne dans le temps. On ne va pas faire du one shot. On va vraiment y aller sur plusieurs phases, et c'est ce que nous apprécions beaucoup aussi lors de ces comités de solidarité internationale, c'est de pouvoir avoir ces relations pérennes avec les associations qui viennent nous présenter une première phase d'un projet en accès d'eau potable, et une deuxième phase, et une troisième phase. Et là, mais quelle fierté, quelle fierté. Bravo, nous aussi, ça nous rend fiers de voir à quel point vous déployez des efforts, et puis votre vision comme ça, 360 degrés, où vous combinez les expertises et les actions de terrain, c'est très intéressant. Et du coup, justement, en parlant de terrain, on va avoir la chance d'avoir le témoignage, donc très concret, de monsieur Stéphane, qui est président de Pompiers Solidaires. On a évoqué le travail de terrain qui est mené ici et qui est conséquent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les différentes actions que vous mettez en œuvre ici? Alors, merci de me donner la parole. En effet, au niveau de Pompiers Solidaires, on a la chance d'être soutenu par les partenaires qui sont sur cette estrade aujourd'hui. Et grâce à vous, on peut œuvrer auprès des populations soit sinistrées, soit déplacées.
Très concrètement, on agit de 3 volets différents sur le domaine de l'eau. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout développer, mais il y a vraiment des infrastructures en dur, comme l'on peut faire en Afrique, où on intervient avec les coutumes locales, où l'on met en œuvre des systèmes existants. On se réfère uniquement à ce qui existe. On construit des forages, on met des châteaux d'eau, on met des panneaux solaires pour extraire l'eau. Et c'est un volet un peu plus global, comme en parlait Madame Papin. C'est vrai qu'on est obligé quand on parle de l'eau en Afrique, on est obligé de s'attacher aussi à l'assainissement et à l'hygiène qui vont derrière. Donc c'est pour ça que ce sont des projets qui durent généralement très longtemps. On est en minimum 3 années sur le terrain, parce que de toute façon, comme tous les acteurs qui sont autour de cette table, construire un forage, construire des latrines, et ça va prendre 15 jours, 3 semaines. Mais par contre, accompagner les populations pour les sensibiliser, pour les faire évoluer vers une nouvelle pratique, ça va prendre des années et des années. Et en plus, il faut que nos actions soient pérennes dans le temps, et il faut qu'on sache se retirer aussi de ces endroits-là. Donc c'est bien pour ça qu'on les accompagne minimum pendant 3 ans, parce qu'il faut créer des comités de gestion, il faut faire un suivi, il faut penser à notre désengagement. Donc avant de s'installer, on est déjà en train de réfléchir comment on va partir pour ne pas remettre les populations dans difficulté après notre départ. Donc ça, c'est un premier volet sur l'eau. Le second volet, moi je vous invite à aller tout à l'heure en sortant de ce salon. Vous allez voir, on a une unité de potabilisation. Donc ça, c'est un traitement de l'eau qu'on fait partir par vecteur terrestre, aérien sur des catastrophes. Et on est en mesure de fournir 4000 litres d'eau par heure aux sinistrés. Et c'est un module qu'on peut mettre en place en moins d'une journée, et on assure de l'eau potable aux sinistrés. Donc on l'a déjà, je dirais malheureusement éprouvé, mais on l'a mis en œuvre sur les dernières catastrophes dont on a pu entendre parler. Et en fait, il y a un dernier volet, donc celui-ci qui nous anime, puisqu'on a des partenaires qui sont ici, avec Bordeaux Métropole, O47, et puis il y a l'agence de l'eau à Dour-Garonne, où nous avons envoyé un skid. Donc c'est du matériel de potabilisation. Alors pour faire assez simple, il n'y a pas trop d'entretien ni de produits chimiques, c'est facile à transporter, c'est facile à mettre en œuvre, ça s'appelle un skid. Et nous l'avons envoyé à l'hôpital de Nikopol, en Ukraine, à l'hôpital pédiatrique de Nikopol. Donc pour situer Nikopol en Ukraine, donc c'est sur la zone de front au sud-est de l'Ukraine, où il y a eu un barrage qui a été détruit lors du conflit armé, donc il y avait des grosses problématiques sur l'eau. Donc nous avons envoyé cette unité de potabilisation en Ukraine. Alors c'est pareil, j'entendais Madame Papin tout à l'heure expliquer quand on va chercher de l'eau pour les femmes, il faut faire attention aux violences. Vous imaginez les difficultés que nous avons eues pour envoyer du matériel comme ça en Ukraine, dans un pays en conflit armé. Donc il a fallu faire venir aussi 2 Ukrainiens que nous avons formés en France pour utiliser ce matériel. Aujourd'hui, c'est installé à l'hôpital de Nikopol, ça fonctionne, ça fournit 2000 litres d'eau à l'heure. Donc le besoin de l'hôpital est complètement pourvu. Et on voulait également, alors malheureusement on n'a pas réussi à aller au bout de notre action, on voulait aussi mettre une rampe d'accès pour les populations à l'extérieur de l'hôpital, mais malheureusement avec les drones, on reste dans un pays en conflit, donc on ne va pas non plus faire un regroupement de populations qui pourrait être la cible dans ce genre de conflit. Donc voilà, il faut prendre la dimension en compte aussi. Alors on est là pour parler de l'eau, on couvre les besoins des populations, mais il faut vraiment prendre en compte l'environnement du secteur où l'on est, aussi bien à travers un conflit armé qu'à travers un programme de développement. Ah bah oui, vous avez quelques photos. Alors merci, oui, on dit toujours une image vaut plus que 1000 mots. C'est très intéressant de pouvoir voir les actions là qui ont été menées. Voilà, donc ce sont des photos, ça c'est les programmes de développement au Togo. Au Togo, tout à fait. Vous avez été fort actif aussi. Donc à savoir qu'au Togo, on est présent depuis une dizaine d'années, et on est présent au Bénin aussi depuis 7 ans. Et qu'on va bientôt se rendre, alors ça c'est le fameux skid qui est parti en Ukraine, et on va bientôt se rendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Ouganda pour poursuivre nos projets de développement. Félicitations, bravo. On peut voir à quel point vous prenez en compte les enjeux clés au niveau de la potabilisation. Et ce qui est intéressant, c'est
saisir l'importance d'anticiper. On en parlait lors du panel précédent, parce que quand on parle de développement, de coopération, développement, il y a cette dynamique horizontale de voir aussi comment partir et faire en sorte que les pays qui ont bénéficié de l'aide puissent à leur tour prendre le relais. Donc merci d'avoir rappelé cela. Sans plus tarder, je vais passer à notre dernier orateur, Monsieur Alain Bernard de l'Office international de l'eau. Alors, il est chef de service des 3A, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Avec lui, on aura l'occasion de débattre des enjeux de gouvernance. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que effectivement, quand on parle de la gestion de l'eau, on touche vraiment, je dirais, au cœur de la coopération et de l'enjeu de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce que ça engendre et nous donner quelques exemples, notamment parler du petit cycle, comme on l'appelle. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai préparé quelques slides, peut-être 2 mots pour vous dire ce qu'est l'Office international de l'eau, une association 1901 reconnue d'utilité publique qui a une 30aine d'années et donc qui a pour objectif de développer les compétences pour mieux gérer l'eau, avec donc 4 grands piliers, la formation au métier de l'eau. Je pense que c'est un pilier qui est relativement connu, en tout cas en France, avec un beau centre de formation qui est basé à Limoges et à la Souterraine. Ensuite, il y a tout ce qui est appui technique, coopération internationale. Nous avons un pilier relatif à tout ce qui est système d'information, gestion des données, et puis l'animation, le développement de réseaux d'acteurs de l'eau. Donc nous sommes basés sur plusieurs sites. Vous avez une petite carte ici. Il y a quand même 170 collaborateurs au sein de l'OIO, ce qu'on appelle l'OIO. Et là, c'est la carte des projets que nous avons menés depuis une dizaine d'années. Donc vous voyez que ça va au-delà de l'Afrique. Et en Afrique, notamment, nous avons beaucoup travaillé sur les fleuves, et nous travaillons beaucoup sur les fleuves transfrontaliers, en fait. Je pense au fleuve Sénégal, au fleuve Congo, au lac Tchad, etc. Et donc ça, c'est beaucoup sur des financements européens, sur des financements de l'Agence française de développement. Et pour revenir plus spécifiquement à la thématique que nous travaillons dans le cadre de la loi Audin-Santini, nous sommes par contre plus sur la gestion intégrée de la ressource en eau, avec cette idée il y a un consensus en fait international pour dire on est encore souvent dans une gestion qui est trop sectorielle. Chaque ministère, chaque service déconcentré travaille dans son coin, en silo. Et il faut réussir à vaincre les murs, en fait, résoudre ces problèmes de gestion sectorielle pour adopter une vision globale et adopter une gestion intégrée. Donc c'est facile à dire, c'est facile à écrire sur un papier, mais c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre, notamment dans les pays en développement. Et je pense que c'est une situation que l'on a connue en France dans les années 50, 60, etc. Donc nous travaillons beaucoup à l'échelle des bassins hydrographiques, avec cette approche que l'on appelle de GIR, gestion intégrée des ressources en eau. Et à ce titre, je pense que c'est très complémentaire des différentes interventions qui ont pu être faites auparavant, qui étaient très focalisées sur la thématique de l'eau et de l'assainissement, donc du petit cycle. Et nous, c'est vrai que nous sommes beaucoup sur le grand cycle, en fait, donc la gestion de la ressource, avec 4 piliers sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires africains. Un pilier de gouvernance, qui est un sujet fondamental. Et là, on s'inscrit vraiment dans la durée. Monsieur de Pompiers Solidaires évoquait la nécessité de s'inscrire dans la durée, d'avoir une vraie appropriation par les partenaires locaux. Pour nous, c'est essentiel. Donc, nos projets, en général, ils sont de 2 ans, mais ils sont sur plusieurs phases. Donc, nous sommes, par exemple, au Laos, au Cambodge, depuis 12 ans. Et ça continue, et c'est nécessaire, c'est le temps long pour construire une gouvernance à l'échelle des bassins hydrographiques avec nos partenaires locaux. Et nous avons beaucoup travaillé aussi au Burkina, par exemple, pendant 12 ans, avant que cette coopération doive également s'arrêter. Je vais peut-être rentrer plus en détail sur les 4 piliers: gouvernance, connaissance, planification et financement des politiques publiques. À travers ces projets institutionnels, donc, qui se font pour les populations bénéficiaires, pour les usagers des bassins versants, avec les partenaires institutionnels, donc soit à l'échelle des pays, soit à l'échelle des bassins hydrographiques, et avec le soutien des agences françaises de l'eau, donc un soutien technique et financier, parce qu'il y a évidemment une expertise phénoménale au sein des agences de l'eau, donc c'est pas juste financier. Et donc c'est dans le même dispositif en fait de loi Audin-Santini. Il y a plus de 80% des projets qui sont orientés sur les thématiques de l'eau et d'assainissement, et un peu moins de 20% sur les projets institutionnels. Et donc la gouvernance, pour moi, c'est un peu la partie
immergée de l'iceberg. On parle souvent de programmes d'activité, de coûts de travaux, etc., d'indicateurs. Mais derrière, pour que tout ça soit pérenne, il faut une base solide en termes de gouvernance participative. Ça, c'est des notions qui émergent dans les pays en développement et qui, maintenant, je pense que là aussi, il y a une prise de conscience politique très forte dans tous les pays en développement sur le fait qu'il faut associer les usagers, associer les populations, associer les élus locaux dans tous ces processus de prise de décision. Des outils juridiques, évidemment, la notion de gestion intersectorielle, etc. Un pilier de connaissance, parce qu'on ne gère bien que ce que l'on connaît bien. Et partout dans le monde également, nous l'avons connu en France et nous le connaissons encore parfois, il y a une information qui est morcelée, qui est fragmentée, et il faut absolument arriver à associer les différents producteurs de données pour une vision commune. Et une fois que l'on sait où l'on est en 2025, on peut imaginer se fixer un chemin vers 2030-2035, mais il faut d'abord commencer par un diagnostic partagé et une gestion de la connaissance partagée. Avec donc cette notion d'interopérabilité, c'est un thème un peu technique, mais qui veut dire qu'il faut réussir à agréger les différents producteurs de données pour un langage commun, en fait, pour qu'ils puissent échanger de l'information entre eux. La dimension de planification qui est fondamentale en intégrant la dimension de changement climatique que l'on rencontre partout. Ça, c'est clair que les événements extrêmes, sécheresse, inondations, sont partout plus fréquents, plus puissants, avec des dégâts de plus en plus importants pour l'environnement, pour les populations. Et donc, il faut intégrer cette dimension dans tous ces processus de planification. Et puis, le nerf de la guerre, le nerf de l'agir, le financement des politiques publiques, avec notamment, quand c'est possible, les principes usagers-payeurs, pollueurs-payeurs, notamment sur évidemment pas sur les populations les plus défavorisées, ni sur les petits agriculteurs, mais sur les agro-industriels, sur l'hydroélectricité. On peut imaginer des mécanismes endogènes de financement des politiques publiques. Et également tout ce qui est paiement pour services environnementaux, mais je ne vais pas trop m'étendre maintenant. Voilà, pour terminer, je voulais vous indiquer, donc nous sommes en fait en lien très étroit avec toutes les coopérations décentralisées des projets de solidarité, parce que pour nous, une coopération institutionnelle, c'est sur la durée, mais il faut absolument que les populations, les élus aient des résultats de court terme également. Et donc, chaque fois que l'on peut travailler en étroite collaboration avec une collectivité, avec une association, pour mener des projets eau et assainissement dans les bassins hydrographiques dans lesquels nous sommes présents, c'est un plus. Et d'ailleurs, les agences de l'eau ont décidé que sur les territoires où nous sommes présents en coopération institutionnelle, il y a des taux qui sont plus attractifs en fait pour les projets de coopération décentralisés. Juste pour terminer, donc 2 exemples de ce que nous avons pu faire en Afrique, en Côte d'Ivoire, avec le ministère des Eaux et Forêts, où nous travaillons sur le Haut-Bandama, avec des thématiques là aussi de gouvernance, donc de systèmes d'information, etc. Et des problématiques que je me suis permis d'évoquer sur la table ronde précédente, où parfois certains agro-industriels ont une vision un peu prédatrice de l'usage de l'eau, et ça nous préoccupe parce qu'il faut que la dimension environnementale, sociale, que les populations en aval puissent aussi avoir accès à l'eau. Et quand je citais l'exemple de Bouaké en aval du Bandama, enfin pas en aval du Bandama, en aval du Haut-Bandama, les femmes qui avaient une association de maraîchères ne pouvaient plus accéder à l'eau, les puits étaient à sec, donc c'était vraiment très, très problématique. Et pour finir, vraiment, le Sénégal, nous avons travaillé sur la Somone, à la fois en termes de gouvernance et de planification. C'est une lagune extraordinaire, mais la difficulté de réussir à avoir une vision eau qui soit compatible avec la vision de développement économique qui parfois vient porter préjudice à la protection de la ressource. Et c'est souvent un sujet fort de réussir à ce que les documents de planification eau soient respectés par l'ensemble des autres documents sectoriels, industriels, agricoles, etc. Et c'est compliqué. Voilà, donc j'ai listé quelques résultats obtenus ici dans ce document, et je vous remercie. Global, et surtout avoir une vision à long terme de tout ce que peut apporter le financement de ces projets, pour que finalement on se dise bah oui, ça a eu un réel impact. On retiendra également la nécessité de prendre en compte tous les acteurs et toutes les actrices concernées, donc vraiment d'avoir cette participation des usagères, des usagers, des élus, donc c'est au niveau sociétal et également au niveau politique. Donc merci pour ce propos qui finalement vient
réellement compléter ce qui a été exposé par nos autres conférencières et conférenciers. Donc, avant de passer aux questions-réponses, il est hyper important pour moi de vous applaudir, et je pense que l'audience va m'aider, parce que vos propos ont été clairs, précis, synthétiques. Vous avez tenu en plus avec l'exercice du temps, donc bravo à vous. C'était pas évident, mais vous l'avez fait et de manière voilà, très 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 riche. Alors, j'ai l'occasion de donner la parole à l'audience. Donc, si vous avez une question ou une contribution, donc d'abord, on va donner priorité aux questions. Donc, merci de vous présenter très brièvement et de préciser à quelle oratrice ou à quel orateur s'adresse votre question. Donc, il y a l'hôtesse qui va faire circuler le micro pour permettre cet échange. Pas de questions? Non? Tout était très clair. Une contribution peut-être? Pas de contribution non plus? Non? Oui, Monsieur Alioune, voilà. Non, on a merci. Merci au panel, franchement, pour la clarté effectivement des interventions. Et puis surtout cette mise en perspective, c'est la loi Oudin qui les éclaircit un peu plus sur les impacts que ça peut avoir sur les projets de développement à l'international. Moi, ce que je voulais vous poser comme question à travers vos expériences toutes et tous dans l'accompagnement des associations, dans l'accompagnement des projets aussi que vous avez soutenus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué si vous avez eu la chance d'aller sur le terrain et de constater la réussite ou l'échec des projets que vous avez soutenus? C'est une question un peu générale qui s'adresse un peu à tout le monde. D'accord, merci beaucoup pour cette question qui est riche, Monsieur Alioune, parce que vous avez effectivement cette prise de recul pour voir ce qui a fonctionné et puis peut-être au lieu de parler d'échec, de mettre en lumière les opportunités d'amélioration. Alors on va commencer peut-être par Madame Céline et puis celles et ceux qui voudront compléter auront l'occasion de le faire. Moi, ce qui m'a marqué, évidemment, c'est la fierté et l'immense bonheur que ça procure aux communautés locales de voir arriver l'eau. Enfin, ça, je crois que quiconque a pu voir l'aboutissement d'un projet ne peut qu'en être très fortement ému. Ça, c'est vraiment un élément qui m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai le souvenir à Douala, vraiment d'une immense fête populaire. Et puis, peut-être ce qui m'a marqué aussi en termes d'enjeux, c'est ce qu'évoquait Monsieur de Pompiers Solidaires, l'enjeu effectivement de travailler vraiment finement avec justement les communautés locales, la question de la gouvernance, la question de la maintenance de ces équipements pour que ça puisse garantir sa pérennité, à la fois pour que ça puisse évidemment coller au plus près et être en adéquation avec un contexte local qui est différent de pays en pays, de région en région, et puis surtout voilà, avoir cette implication de la communauté et trouver les modalités définies en avance pour que le projet puisse être approprié, puisse être maintenu en fait, et que ça puisse, et non pas aussi capté, parce qu'un des enjeux aussi qui peuvent se poser parfois, c'est que l'eau étant un bien tellement précieux dans certaines régions, il peut y avoir des tentations aussi, si ça n'est pas bien pensé en amont, de pouvoir de capter éventuellement, voire et de refacturer via ça. On a pu en échangeant avec des acteurs, voilà, avoir des retours de vigilance sur cet aspect-là. Donc moi, c'est vraiment les deux points que je voudrais mettre en avant. Merci beaucoup pour ces témoignages qui sont à la fois riches et poignants. C'est vrai que je me permettrais de compléter le propos de Madame Papin, parce que c'est vrai qu'il faut prendre la dimension de l'activité. Quand on fait un forage, c'est pas juste voilà, creuser un trou, installer une borne fontaine. Il y a aussi la dimension sociologique. Par exemple, vous parlez des femmes. Eh bien, quand on fait un forage au milieu du village, si on a la chance d'avoir des acteurs qui travaillent aussi sur l'électricité, on sécurise le forage.
on évite aux femmes, parce que c'est quand même une tâche qui est un peu réservée aux femmes en Afrique, d'aller chercher de l'eau à 5 km sous 35 degrés. Malheureusement, on sécurise aussi et on rend la tâche moins pénible. Quand je dis réservée, c'est avec des grands guillemets, attention. Mais vous imaginez le confort que l'on apporte, la joie que l'on fait vivre à cette communauté. Et derrière, il faut prendre en compte aussi la propreté du village. Il y a l'hygiène. Avec de l'eau, vous allez amener des animaux, des choses comme ça. Donc, il faut prendre en compte l'hygiène. Donc, il y a vraiment un projet global à prendre en compte. Il y a vraiment une dimension. C'est pour ça qu'on y met beaucoup de temps. Comme le disait monsieur aussi, nos projets, nous, c'est minimum 3 années. Parce qu'il faut les suivre de plus près. Il faut prendre toutes les problématiques en compte. Il n'y a pas que l'accès à l'eau. Derrière, il y a un tas de ramifications qui viennent, qui s'engendrent. Et aujourd'hui, je vois par exemple au Togo, on arrive à subvenir aux besoins de la population dans un premier temps. Donc il y a un accès à l'eau. Eh bien, on développe, avec ma collègue Marianne, on développe du maraîchage. On nous a rétrocédé 2 hectares de terrain. Eh bien, on éduque aussi la population. On fait des planches. On a subventionné les premiers plants, les premières graines, et grâce à cet accès à l'eau qui était ici au début pour la population en général, le besoin étant couvert, on peut se permettre de développer d'autres activités et activités économiques pour le bien des populations. Donc il faut vraiment voir une vision à long terme. C'est vrai que c'est le temps long, en effet, mais sans rien s'interdire et sans rien s'interdire de développer autour de l'accès à l'eau. Alors merci. Moi j'avais une petite question puisque vous parlez des projets qui sont menés au Togo. On a vu d'autres acteurs et actrices qui s'intéressent beaucoup à la mise en œuvre de ces projets. Vous êtes actif dans quelle zone plus précisément au Togo, puisque c'est un pays qui est vaste? Alors au Togo, on est à Atakpamé. C'est environ à 4 heures de route de la capitale de Lomé, en remontant vers le nord. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Madame Céline, oui? Je voulais ajouter un point, alors je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais ajouter un point sur la question de ces zones géographiques, parce qu'on n'a pas évoqué pour ça que je un point important, c'est qu'effectivement, on le sait, le contexte géopolitique, malheureusement, impacte aussi la géographie de l'aide au développement, et on a des zones qui sont aujourd'hui plus difficiles. Oui, comme le Burkina qui a été évoqué tout à l'heure. Et où malheureusement, il y a des besoins énormes qui n'ont pas disparu. Donc, c'est important de le soulever. C'est important de le soulever, et c'est vrai que nous, à Bordeaux Métropole, on a fait le choix d'autres collectivités n'ont pas voulu le maintenir parce que c'est pas simple, mais on a fait le choix de ne pas exclure les zones rouges et ni les zones oranges évidemment, mais de nos appels à projets. Alors évidemment, c'est des projets beaucoup plus complexes à monter. On les examine avec beaucoup de rigueur et ça suppose énormément de prérequis, de liens avec l'ambassade, de notes diplomatiques, etc. Mais on a pu comme ça soutenir 2 projets lors du dernier appel à projets qui sont en zone rouge et orange. Et voilà, parce que c'est aussi pour nous une manière de dire voilà, il faut quand même pas céder totalement face aux crises, quoi. Il faut continuer à être, même si c'est beaucoup plus difficile, on va pas se mentir, mais il y a aussi des acteurs associatifs, on le sait, qui sont toujours en lien très étroit parce qu'ils sont très présents depuis très longtemps sur ces territoires ou en partenariat avec des associations présentes là-bas, et il ne faut pas les lâcher, quoi. Merci pour la précision et le côté crucial de votre propos, parce qu'on parlait d'engagement et justement la notion de responsabilité, de ne pas céder face à toute cette pression. Donc on le voit à travers votre travail et aussi avec tous les enjeux géopolitiques, les tensions avec lesquelles il faut combiner, et puis aussi avec les zones qui sont plus reculées comme à Atakpamé, qui est finalement très loin de Lomé. Donc on ne peut que encore féliciter et insister sur la nécessité de continuer à financer envers et contre tout, et apporter cette aide qui est vraiment révolutionnaire, comme on le perçoit à travers vos témoignages pour les populations locales. Alors, pour toujours répondre à la contribution de Monsieur Alioune, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Monsieur Alain, allez-y, je vous en prie. Merci bien. Bon, je rejoindrai le commentaire de Céline et de Monsieur des Pompiers Solidaires. C'est vrai que on a une vraie satisfaction de voir les réalisations et le bonheur que ça peut procurer aux populations. Et en même temps, souvent, on sait que c'est un point de départ.
parce que quand on crée une institution de bassin, la difficulté, c'est pas de la créer, c'est de la faire vivre, qu'elle soit pérenne. Et je pense que c'est un peu pareil sur l'eau et l'assainissement. L'investissement, c'est une chose, mais il faut réussir à ce que cet investissement soit pérenne, soit maintenu, soit durable. Et c'est ça la vraie difficulté. Donc on se réjouit et en même temps on se préoccupe de concevoir un cadre durable de gestion de tout ça. J'étais il y a quelques semaines à Madagascar, dans le nord de Madagascar, un territoire extraordinaire que je vous recommande fortement à tout point de vue. Et on sent qu'il y a des problèmes de déforestation et donc d'érosion qui sont terribles, des manques d'assainissement, parce qu'on évoque beaucoup l'eau potable, mais l'assainissement c'est un sujet extrêmement important pour les maladies hydriques. Hein. Dans le village que j'ai visité, il y avait un niveau de maladie hydrique terrible. Et même pour la production agricole, les fèves de cacao étaient parfois contaminées et ne pouvaient pas être exportées par un manque de qualité. Donc on sent que l'assainissement, c'est vraiment un sujet fondamental et qui, encore parfois, crée des institutions de bassin, etc. J'ai trouvé qu'il y a forcément des graines qui sont semées et ça prend un temps d'appropriation, de maturation. Et c'est aussi une grosse satisfaction de voir que ces projets peuvent émerger même sur le temps long. Merci. Donc on réinsiste sur la notion de temps long, même dans les beaux résultats en termes de développement et process des projets, en termes de gouvernance et de solidarité. Et puis c'est vrai, toujours rappeler, on parle d'accès à l'eau, mais la notion d'assainissement et tous les enjeux que cela soulève sont aussi majeurs. Alors, Madame Stéphanie Marine, un mot? Oui, alors sur le côté terrain peut-être un peu moins, mais en tout cas tout ce que vous venez de dire sur le côté le lien, il faut qu'il soit pérenne. On prend ça un projet global. On n'est pas là pour construire des forages et repartir sur toutes les thématiques sur lesquelles on ouvre. Nous, c'est dans ce sens-là aussi. Je pense que Jérémy, tu pourras peut-être en parler aussi, mais qu'on accompagne vraiment les acteurs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça va fonctionner dans le temps surtout, parce que c'est vrai que voilà, quand on prend un peu l'historique aussi des projets de coopération qui ont été réalisés depuis des années, notamment les années 90, 80, 90, oui, il y a eu des erreurs, il y a eu plein de projets qui ont été mal ficelés au départ, pas faits avec les populations et les autorités locales, et c'est pour ça que maintenant on a bien conscience et qu'on appuie vraiment sur ça. C'est le nerf en tout cas de la guerre pour nous, c'est vraiment d'avoir un projet global et de le faire avec les autorités locales et les habitants ici. Merci infiniment. Monsieur Jérémy? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit à droite et à gauche. Non, peut-être juste pour compléter, pour répondre aussi à la table ronde précédente où le mot de la fin c'était avec Madame l'ambassadrice qui disait que voilà, il y avait la volonté aussi, on est dans un monde avec de plus en plus de trumpisme, de carnivores, ce sont les termes qu'elle a employés, et qu'il fallait penser la coopération et la solidarité la conditionner un peu plus, de la façon plus stratégique pour que la France y ait des intérêts, entre guillemets. Je voudrais dire, n'oubliez pas aussi le mot solidarité. Je me permets de dire ça parce que il y a 3 mois, à Grand Angoulême, on a réuni donc le PSO, des collectivités qui étaient engagées. On a fait des ateliers, il y avait notamment Madame Papin, et lors de ces ateliers, on a posé la question, c'est quoi pour vous une coopération idéale en 2035 face aux multiples crises qui sont devant nous, hein, à la fois financières, à la fois géopolitiques, etc. Donc bien sûr, la coopération, c'est faudrait que ça tende sur des échanges de territoire à territoire, pas uniquement du nord vers le sud, mais aussi du sud vers le nord. On a plein de choses à apprendre, notamment par rapport aux effets du changement climatique, l'OIO qui forme des comités de bassins étrangers. Donc voilà, il y a plein d'échanges à avoir. Mais une chose qui est apparue aussi, qui a été fortement notée par les élus qui étaient là, c'est tout simplement d'être solidaire avec des populations vulnérables, et qu'on n'est pas aussi obligé de faire de la coopération, de la solidarité internationale en attendant un retour en échange. Il y a aussi le côté humain, et je pense, voilà, on est dans un monde qui se polarise de plus en plus, et moi personnellement j'aimerais qu'on garde ce côté humain et qu'on ne le perde pas de vue face aux différents enjeux qui sont devant nous.
Merci, merci. Oui, Madame Peut-être Marie. juste rajouter aussi, c'est vraiment intéressant parce que là, avec cette polarisation aussi et la baisse des financements et autres, on a vraiment un nouveau narratif, notamment sur la coopération internationale qui arrive, et le mot solidarité est vraiment même enlevé de certains acteurs. On ne veut pas parler de solidarité, on va parler d'investissement, on va parler d'autres choses. Et je pense qu'on est dans un tournant aussi et il faut réfléchir ensemble à ce nouveau tournant, à ce nouveau narratif, parce que sinon on peut vite arriver sur don contre don, où on attend quelque chose, on veut positionner au niveau économique ou autre, et ça serait dommage. Merci beaucoup. Madame Stéphanie, un mot sur justement ce que vous avez pu mettre en œuvre et observer. Juste pour rebondir aussi, c'est qu'on est riche de nos échecs. Et voilà, quoi, ça a été dit aussi, on s'améliore tout le temps. Et voilà, quoi, je suis assez choquée, surprise. Voilà, quand tu parles de narrative et que ça change et tout, de retour à l'investissement, quand on parle de solidarité internationale, là je dis waouh! Non mais quel monde, quoi. Quel monde. Allô, quoi. C'est vrai. C'est voilà. Et au syndicat au 47, peut-être parce qu'on est service public aussi, il n'y a aucun retour dans l'investissement, et on est plus sur des partages nord-sud, sud-nord, bien évidemment, sur des partages de connaissances. Sur les compétences que le Sud a et que le Nord a aussi. Voilà. Et on est dans l'humain. On parle de solidarité internationale et on parle de ressources en eau. Et la ressource en eau, voilà, c'est à nous tous, quoi. C'est à nous tous. Merci beaucoup. C'est très important ce que vous rappelez. Ça a été aussi un enjeu qui a été fortement débattu sur le panel précédent. Oui. Très court pour pas. Mais je pense qu'effectivement, j'abonde totalement dans le sens des précédents orateurs. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'un engagement fort aujourd'hui face à un autre narratif qui se dessine et qui s'affirme fortement. Et je voulais dire aussi que sur ces projets, en fait, c'est pas une question effectivement, il n'y a pas de retour sur un investissement et c'est pas du tout le but recherché, mais il y a du partage. Il peut y avoir du partage aussi par nos agents. Enfin, nous, par exemple, à Bordeaux Métropole, on a mis en place le congé de solidarité internationale. Il peut y avoir des agents aussi qui peuvent participer ou découvrir ces projets. Il y a du partage via l'EXI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Pour nos petits élèves bordelais, apprendre à travers les expositions ou les projets portés par les associations, eh bien, ces enjeux de l'accès à l'eau dans le monde, c'est quand même s'ouvrir au monde et à des réalités qu'ils méconnaissent au quotidien. Et donc, c'est aussi planter des petites graines dans nos citoyens et citoyennes d'ici. Voilà. Merci beaucoup, Madame Céline. Il y avait une question, une contribution qui sera la dernière parce que le temps file. Merci. Donc, si vous pouvez vous présenter et préciser à quelle oratrice, orateur s'adresse la question, ou alors, si c'est une contribution, la faire immédiatement. Merci à notre brillante modératrice. Merci. Et merci aussi à nos panélistes. Donc moi, je suis Moussa Diaw, je travaille à Socopération où j'accompagne des porteurs de projets. Donc j'attendais un peu à la fin pour poser ma question sur les perspectives. On sait un peu que le tableau est sombre, malheureusement, les coupes budgétaires, l'USAID, je ne veux pas prononcer le nom de l'autre. Donc, quelles sont un peu les perspectives? Est-ce que nous allons vers, disons, une loi ou d'un centime 2%, puisqu'on en est à 20 ans 1%? Quelles sont les perspectives? Également, au niveau de l'Office international de l'eau, pour Socopération et le PSO, je sais que vous accompagnez déjà des collectivités territoriales à mettre en place des dispositifs. Est-ce que vous êtes sollicité justement par d'autres collectivités à accompagner pour mobiliser d'autres dispositifs et d'autres sources de financement, parce que aussi les financements, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour les associations. Merci. Merci pour cette question qui est également une contribution parce qu'elle soulève des défis essentiels. Alors, je vais céder la parole à Monsieur Alain, puisque j'ai l'impression que ça s'adressait davantage à lui pour voir qu'est-ce qui va être déployé.
Merci bien. En fait, avant de parler du 2%, je pense qu'il y a une capacité des collectivités aujourd'hui à atteindre le 1%, parce que le 1%, c'est une possibilité, mais on en est encore en loin, hein. Les agences de l'eau ne sont pas si loin, mais en termes de collectivité, il y a quand même une bonne marge de progression. Ensuite, nous, c'est vrai qu'on travaille énormément sur des financements européens de l'Agence française de développement. Donc, il faut aussi tout un panel de bailleurs, hein, bi- et multilatéraux, qui doivent intervenir sur nos sujets. Il ne faut pas qu'on sombre dans le pessimisme. Hein, le pessimisme, voilà. Enfin bon, je ne vais pas faire des grandes phrases, mais l'optimisme est de volonté. Je pense qu'au-delà de la réforme éventuelle sur le 1%, il y a quand même pas mal de potentiel d'évolution. Et plus nos projets sont connus, reconnus, plus ça peut inciter de nouvelles collectivités, de nouveaux bailleurs à les soutenir, à les monter. Merci, très très brièvement. Merci. Désolée, je suis un peu frustrante. Voilà, je dirais que déjà sur le 1%, que de nombreuses collectivités puissent se servir de cette loi Oudin-Santini pour soutenir les projets. Déjà, ça serait bien avant de passer au 2%. Et sur la note d'optimisme, quand on voit une collectivité territoriale sur un territoire très rural comme est le Lot-et-Garonne, qu'un service public comme le nôtre s'engage dans une coopération décentralisée, il y a de l'engagement et ça, c'est du positivisme. Merci beaucoup. Je vais devoir couper, Madame Céline. 30 secondes, vraiment. L'avenir du 1%, c'est aussi peut-être de mobiliser d'autres pays qui aujourd'hui ne déploient pas ce type de dispositif. Enfin, quand j'en parle avec mes collègues européens ou même extra-européens, ils sont très intéressés par ce type de levier et peut-être qu'on peut arriver aussi à aller enclencher des dynamiques locales ailleurs. Merci, merci, merci. Alors, on retiendra de cet échange tellement riche. Je pense qu'on peut avant tout applaudir nos speakers. Et vous pouvez aussi vous applaudir parce que vos contributions ont été riches. Elles ont été finalement, elles ont complété le propos de nos orateurs. Donc, on nous rappelle qu'on va bientôt fermer, mais on va prendre le temps quand même de conclure ce panel de haut vol comme il se doit. On retiendra comme point essentiel de cet échange, finalement, notre capacité à se remettre en question en tant que acteurs, actrices, organismes, syndicats, ONG qui mènent un travail de terrain, c'est essentiel. On retiendra aussi cette capacité à finalement gouverner, à faire gouvernance de manière collective et horizontale. On retiendra la nécessité de l'engagement collectif et on continuera à s'engager et à faire face à nos responsabilités. On peut mettre en lumière aussi l'importance de la pérennité, de la durabilité des process, des apports qui sont apportés aux sociétés. On mettra également en évidence la nécessité d'une vision globale au niveau des process. Et puis, la note finale sera celle du temps long, et on peut encore remercier nos intervenantes et intervenants. Je vous invite à venir au devant de la scène pour faire la photo de famille, pour immortaliser ce moment. C'était notre première conférence, donc Africa COP, une première édition qui a pour vocation de penser les process, de renouveler les process, des liens entre l'Afrique, l'Europe et l'Afrique, et finalement d'amener une vision complètement innovante et novatrice. On l'a fait grâce à chacune et à chacun d'entre vous, grâce à vos contributions et à vos expertises du fond du cœur. Merci et merci, chère audience. Applaudissements. 3, 2, 1.